Salut la MIF et bienvenue sur MyFoot TV. Content de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis sans mon partenaire Momo à qui j'envoie beaucoup de force. Par la force des choses aujourd'hui, on ne peut pas enregistrer ensemble. Mais on sera très bientôt ensemble pour continuer à parler de l'actualité, donc continuer à nous donner de la force, de nous dire ce que vous pensez en commentaire, d'aimer, de vous abonner. Alors pour aujourd'hui, j'ai pensé qu'on allait revenir sur l'actualité du football espagnol, de ce qu'on a vu de la dernière semaine. La dernière fois qu'on avait parlé, c'était avant la reprise du football de club et il y a eu entre-temps 2 journées de Liga et une de Ligue des Champions. Alors on va commencer par l'actualité du Real Madrid qui selon moi est beaucoup plus passionnante pour le moment. Alors le retour de la trêve avait commencé avec une rencontre contre le Celta Vigo, donc à l'extérieur pour le Real Madrid à Balaidos, qui est souvent un stade difficile à manœuvrer. Effectivement, ça a été un match haut en couleur, mais ça a été un match qui a été surtout surprenant parce que Carlo Ancelotti a inauguré, j'ai envie de dire, un système sans Rodrigo, avec Jude Bellingham qui jouait beaucoup plus côté droit. C'est un système qu'on a vu un peu plus vers le Classico, donc on y reviendra. Pendant ce match, le Real a été dans le moule de ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Ça a été un match difficile à manœuvrer contre une équipe du Celta qui impressionne toujours dans les phases de construction, mais qui a beaucoup pêché à la finition. On a eu un vrai golasso de Kylian Mbappé qui, il faut se le rappeler, pendant la trêve, était visé par beaucoup de critiques, beaucoup d'histoires même hors du terrain, qu'on a brièvement touché, elles aussi. Donc c'était un joueur qui était attendu et il a répondu présent ce jour-là avec un très beau but pour lancer son équipe. Effectivement, le Celta Vigo a fini par égaliser, mais le Real Madrid, comme c'est souvent le cas, a fini par débloquer le verrou avec un but de Vinicius en fin de match pour définitivement emporter tous les 3 points. Et je pense que c'était un match qui venait surtout avant le grand match de la semaine qui était celui contre le Borussia Dortmund. Donc peut-être que le Real à ce moment-là avait les yeux un peu tournés vers le match de Ligue des Champions. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce match de Ligue des Champions? Là, Ancelotti est revenu à quelque chose de plus classique. Un 4-3-3 avec le retour de Rodrigo qui je pense avait été reposé à cause de la trêve internationale et de son activité avec la Seleção brésilienne. Et donc Rodrigo qui revient dans l'équipe dans un 4-3-3 un peu plus classique, mais là avec l'absence de Carvaral, qui a eu une grosse blessure entre-temps, à qui on envoie beaucoup de force lui aussi. Donc on est revenu à un 4-3-3 un peu plus classique, mais pour le coup, le Real, dans ce match-là, a beaucoup plus souffert. Dortmund, pendant la première mi-temps, et je dois dire même pendant plus d'1 heure, a été l'équipe la plus en vue et de loin. À la mi-temps, le Borussia Dortmund menait 2-0 et aurait pu, d'ailleurs, sans vouloir de ne pas avoir un peu plus corsé le score. C'était un match qui allait dans un seul sens avec le milieu Sabitzer, Brandt et Nmecha qui étaient vraiment au contrôle dans ce match. Le match a surtout basculé lorsque Nuri Sahin, le jeune coach du Borussia Dortmund, ancien du Real Madrid, il faut le préciser, a pour moi fait un choix un peu amateur de vouloir conserver un score pendant 30 minutes au Santiago Bernabéu. Donc il a décidé de remplacer son joueur le plus dangereux jusqu'à ce moment-là, le jeune Baino Gittens, pour faire entrer Anton, un défenseur central, et ainsi chercher à jouer un style beaucoup plus conservateur, ajouter un cinquième défenseur dans sa ligne pour essayer de fermer les angles de course en profondeur du Real Madrid. Et l'effet a été bien différent parce que c'est ce qui a permis à Lucas Vasquez, qui défensivement n'est pas le meilleur, de mettre tout son talent offensif à profit et d'apporter la largeur côté droit qui manquait au Real Madrid parce qu'il n'y avait plus de danger sur son aile.
Et le Real Madrid, comme ils l'ont fait maintes fois avant, a fini par ébranler le bloc allemand et en 2 minutes pratiquement renverser le match et bien sûr finir par le gagner avec un Vini Junior qui a été tout simplement impressionnant ce jour-là et qui a rapidement non seulement remis les pendules à l'heure mais renversé à lui tout seul le match. Donc c'est un match qui était plutôt difficile à analyser, mais dans l'ensemble, je pense qu'au sortir de ce match contre Dortmund, la plupart se disaient que le Real Madrid est toujours une équipe vraiment solide, qui peut vaciller, mais qui tombe très rarement ou sinon jamais. Et donc, le Real abordait le Classico dans un mindset d'une équipe qui ne joue pas son meilleur football, mais qui, si elle remporte le Classico malgré tout, serait à égalité avec son plus grand rival qui joue son meilleur football et qui sort de résultats impressionnants. Et quel résultat impressionnant pour passer au Barça. Le Barça qui recevait en championnat le FC Séville, le FC Séville qui, il faut l'avouer, n'est plus l'équipe qu'on a connue ces dernières années, qui en proie à plusieurs difficultés financières et qui se retrouve dans la deuxième moitié du classement. Et le Barça ne s'est pas fait prier, ça a été une victoire qui s'est plutôt rapidement dessinée. Le Barça qui a dominé le FC Séville et qui s'est même permis de faire reposer certains cadres en vue des rencontres en Ligue des Champions, notamment contre le grand match qu'ils attendaient contre le Bayern Munich. On a encore vu un Rafinha, un Robert Lewandowski, un Lamine Yamal des grands jours. D'ailleurs, Hansi Flick avait commencé le match en se permettant de faire tourner lui aussi avec Ansu Fati, qui a commencé le match, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. On avait pour l'occasion Rafinha repositionné en numéro 10 derrière Lewandowski, comme on a pu le voir quelques fois cette année. Et ça a été un match intéressant, lui aussi, pour le Barça, qui a permis de préparer dans les meilleures conditions la rencontre contre le Bayern Munich. Mais ça a été une rencontre qui a été beaucoup plus facile à gérer que le match du Real Madrid contre le Celta Vigo. Ensuite vient le choc que beaucoup attendaient pour vraiment essayer de jauger ce Barça-là et de voir si l'équipe est capable de maintenir ce haut niveau qu'ils affichent depuis ce début de saison. Et il s'agit de la rencontre contre le Bayern Munich. Le Bayern Munich qui est le bourreau du FC Barcelone sur ces dernières années. Une équipe qui a été au centre de plusieurs humiliations, de plusieurs matchs qui sont vraiment allés dans un seul sens. Depuis lors, le Barça a enregistré l'arrivée de leur ancien coach Hansi Flick. Le Bayern a lui aussi eu ses problèmes depuis lors. Et il s'agissait là de voir est-ce que le Barça allait arriver à maturité, réussir à battre une équipe du Bayern qui psychologiquement avait toujours pris l'ascendant sur elle. Et donc ça a été une configuration de jeu assez intéressante parce que là on a deux coachs et deux équipes qui ont plus ou moins la même approche, une ligne défensive plutôt haute, beaucoup de pression mise sur le bloc adverse. Et on se retrouve ainsi avec deux équipes qui jouent le match au milieu des terrains, mais les deux défenses qui ne sont pas à plus de 10 mètres de leur milieu de terrain. Donc, vous imaginez que ça reste un match qui se joue sur des détails. En première mi-temps, le Bayern s'est montré plutôt dangereux et a commencé le match tambour battant pour les 20 premières minutes. On aurait pu penser que c'était encore une de ces soirées où le Bayern allait complètement dominer le Barça et faire aller le match dans un seul sens. Maintenant, il se trouve que ça n'a pas été le cas. Le Bayern a eu ses occasions, mais a aussi été très embêté par le fameux piège de hors-jeu du FC Barcelone. Un piège de hors-jeu qui a été un sujet toute la semaine. Est-ce que c'est une façon efficiente de jouer contre un club qui a des armes offensives comparables à celles du Bayern ou du Real Madrid? On y reviendra. Et donc, le Bayern qui est venu avec ses forces, avec toute l'armada dont il dispose. Jamal Musiala était sur le banc pour ce match, mais on avait Serge Gnabry sur le côté gauche. On avait Olysée qui fait un très bon début de saison avec le Bayern. On avait Müller qui a souvent été très très
compétent contre le Barça qui lui aussi évoluait entre les lignes derrière Harry Kane. Et malgré tout, c'est le Barça qui a ouvert le match dès la première minute sur un pressing bien placé et qui malgré tout a quand même été outrageusement dominé dans les 20 minutes qui ont suivi jusqu'à l'égalisation du soulier d'or européen Harry Kane. Et après cette égalisation, je pense que le Barça a un peu sorti de son marasme, où le Bayern a un peu levé le pied selon le sens dans lequel on choisit d'analyser les choses. Et le Barça a un peu plus commencé à grandir dans le match, à mettre un peu plus le pied sur la balle. On a commencé à un peu plus sentir des joueurs comme des Fermin Lopez, des joueurs comme Pedri dans le contrôle. Et le Barça a fini par marquer le deuxième but sur une action polémique où Fermin Lopez a utilisé l'élan de Kim contre lui pour profiter d'un ballon dans le dos de la défense et offrir le deuxième but à Robert Lewandowski. Et Rafinha qui est venu ajouter le troisième but juste avant la mi-temps pour définitivement faire basculer ce match dans le sens du Barça. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus dans le même moule que ce que le Barça avait fait en fin de première mi-temps et on a fini sur une belle victoire et sur un match qui a donné beaucoup de confiance à l'équipe selon moi. Et c'est ainsi qu'on arrive au Classico le samedi dernier avec deux équipes qui viennent avec leurs forces, avec leurs idées avec à ce moment-là l'analyse qui est celle que la ligne haute du Barça est plutôt suicidaire contre une équipe dans le style du Real Madrid avec des joueurs de la vitesse et de la technique de Vinicius et Kylian Mbappé sur le terrain. Mais comme le football est toujours aussi passionnant et comme ce n'est jamais une science exacte, eh bien, on s'est rendu compte dans le fameux Classico que c'est vrai que ce système, et il faut le dire, est très dangereux, mais devient peut-être encore plus efficace dans un monde du football où la VAR et surtout le hors-jeu automatisé existent. Parce que si à l'époque, certaines des actions qui ont été sifflées hors-jeu auraient été autorisées, dans le football en 2024 et avec ce hors-jeu automatisé, il suffit d'avoir le moindre poil de cheveux qui est hors-jeu pour se faire sanctionner et le pauvre Kylian Mbappé s'en est retrouvé sanctionné tout le match, mais il faut avouer qu'il ne s'est pas beaucoup adapté non plus. Il n'a pas beaucoup profité de l'avantage de vitesse qu'il a évidemment sur les centraux du Barça. Et on s'est retrouvé dans un match où, malgré le fait que le Real Madrid a eu énormément de chances de mettre ces fameux ballons dans le dos de la défense du Barça, ben, ils n'ont jamais réussi à vraiment coordonner leurs appels avec ceux des passeurs. Et on s'est retrouvé avec un 0-0 à la mi-temps et un Real qui a été beaucoup plus en vue que ce qu'ils ont montré tout le reste de la saison, sans réussir à concrétiser pour autant. Et au retour des vestiaires, avec l'entrée de Frenkie de Jong, on a retrouvé un Barça beaucoup plus en maîtrise, avec un Pedri beaucoup plus haut sur le terrain, un Frenkie de Jong qui a anesthésié le jeu, si je peux le dire ainsi, et qui a vraiment permis au Barça de récupérer beaucoup plus de calme dans l'entrejeu. Et ça a fini par aboutir à cette ouverture du score sur un mauvais placement de Benjamin Mendy ou un mauvais marquage de Lucas Vazquez, selon le sens dans lequel on veut aborder la question. Et pour moi, c'était vraiment un scénario logique. Peu importe l'équipe dans le football, quand on ne saisit pas ses occasions, quand on ne fait pas la différence au moment où on a l'avantage, on finit par se faire punir et ça a été le cas pour le Real. Je dirais que c'est souvent le Real qui a été l'équipe qui punit les adversaires qui ne font pas la différence tôt dans le match. Et dans le cas espèce, ils ont été la victime. Et en 2 minutes, le break a été fait sur une superbe ouverture de Baldé, probablement l'un de ses meilleurs centres depuis qu'il évolue au club, qui dépose un caviar sur la tête de Lewandowski et en l'occurrence Militao et Rudiger qui sont encore très mal coordonnés, qui laissent le buteur polonais assez esselé au point de pénalty dans la surface. À 2-0, je pense qu'on a senti que le match était quasiment plié. On avait une équipe du Real qui avait déjà généré beaucoup d'occasions sans vraiment pouvoir les appeler des occasions parce que le joueur, dans la majorité des cas, Kylian Mbappé était très souvent hors jeu.
On s'est retrouvé avec une équipe qui était obligée de prendre des risques. On a vu Ancelotti faire rentrer Brahim Diaz, on a vu Luka Modric rentrer tardivement, mais la différence était plus ou moins déjà faite et le Barça a finalement bénéficié des espaces que tout le monde voyait le Real Madrid exploiter plutôt dans la défense du Barça. Donc, étant mené au score, devant faire des sacrifices, devant aller vers l'avant, eh bien, Rafinha a profité de ces espaces dans le dos de la défense et offert une passe décisive à Lamine Yamal avant de parachever le succès barcelonais par un but sur un superbe lob du Brésilien. Et donc, ça a été un classico assez mémorable euh, d'un côté ou de l'autre. Je pense que ça peut être une semaine marquante dans la course au titre et dans la course à la fin de saison pour les deux équipes. On a un Real Madrid qui, depuis le début de saison, n'est pas une équipe qui convainc, qui est une équipe qui finit souvent par s'imposer, à rester dans les matchs grâce à un gardien impérial, mais peut-être pas une défense qui est très imperméable cette année. Euh, un système en attaque qui est beaucoup moins, j'ai envie de dire, méchant, des joueurs qui punissent moins offensivement, et une équipe qui réussissait jusque-là à obtenir des résultats mais sans convaincre. Et à l'opposé, on a une équipe du Barça qui fait plutôt la différence dans le temps, qui s'installe rapidement dans le camp adverse, qui a dominé beaucoup d'adversaires cette année et qui avait besoin de matchs de référence de ce type-là pour avoir une conviction sur l'état réel de l'équipe. Est-ce que c'est une équipe qui est capable de maintenir ce style à haute intensité toute la saison? Ou est-ce que c'est une équipe qui va flancher quand elle va croiser des joueurs avec un talent et une technique de plus haut niveau? Je pense qu'on a eu une partie de la réponse. Oui, le Barça peut se faire punir, mais je pense que le système employé par le technicien allemand est à raison très risqué, mais parce qu'il a confiance, je pense, en son équipe et en ses joueurs pour générer beaucoup plus d'occasions qu'il n'en concède. Et tant que ce sera le cas, je pense que le Barça va être une équipe très très intéressante à voir jouer parce que chaque match, on a l'impression que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais chapeau à Hansi Flick, chapeau à ces joueurs qui ont vraiment joué une semaine incroyable, qui ont joué deux matchs où ils pouvaient tout perdre, mais qui pour moi ont vraiment tout gagné. Et maintenant, le plus dur vient, réussir à garder cette cadence, réussir à rester une équipe mesurée qui ses armes, réussir à rester une équipe mesurée, une équipe qui joue avec ses armes, une équipe qui comprend que aucun titre n'a encore gagné à ce moment de la saison. C'est vrai que le jeu est attrayant, le scénario est bien dessiné pour le moment pour que le club fasse une grande saison. Mais on le sait que les titres se gagnent en mars, avril et mai et pas en octobre et en novembre. Donc ce sera à voir. Du côté du Real Madrid, c'est beaucoup plus un point d'inflexion déjà et beaucoup de questions à se poser en termes de système. Est-ce que Carlo Ancelotti a la réponse? On a vu Bellingham être utilisé presque en tant que milieu droit dans ce match-là, qui a beaucoup joué un contre Alejandro Balde, ce qui est très loin d'être sa position préférentielle, on le sait. Est-ce que le joueur s'est depuis l'an dernier habitué à marquer beaucoup de buts, donc est un peu plus frustré quand il joue derrière? C'est l'impression qu'on a. Est-ce que Kylian Mbappé peut évoluer dans un rôle comparable à celui de Rodrigo? Je pense que c'est ce que j'avais imaginé serait son meilleur rôle dans le système du Real, mais on ne l'a pas encore vu. Ancelotti a d'ailleurs expliqué qu'il lui donne les mêmes consignes que Karim Benzema et c'est à se poser la question justement, est-ce que Mbappé est capable de répliquer le jeu de Karim Benzema, qui, il faut le rappeler, reste l'un des attaquants les plus intelligents de l'histoire en termes de placement, en termes de technique. Ce ne sont pas deux joueurs qui sont faits dans le même moule. Donc, beaucoup de questions qui vont être intéressantes à analyser pour le reste de la saison. Mais je pense qu'il y aura clairement une saison avant et après ce Classico pour les deux équipes qui va obliger les deux équipes à revoir leur destinée. Le Barça pourrait être confirmé dans sa tendance actuelle et continuer à croire qu'ils jouent de la bonne façon et qu'ils sont bien placés pour atteindre leurs objectifs en fin de saison. Et le Real, à contrario, pour
essayer de se repositionner, de repartir sur le tableau et d'analyser les choses froidement. Ce n'est clairement plus la même équipe que l'an dernier. On a perdu Carvaral et toute son expérience et sa vista côté droit. On a perdu Tony Kroos qui était le métronome de l'équipe. On a beaucoup plus d'athlètes dans l'entrejeu, mais il manque cette touche, cette palette technique. Modric a 39 ans, est-ce qu'il peut être le dépositaire du jeu? Il y a beaucoup de questions à analyser, beaucoup de choix difficiles à faire pour Don Carlo. Est-ce que Don Carlo sera d'ailleurs celui qui va faire ses choix si les résultats continuent dans la tendance actuelle? Des questions qui seront à l'ordre du jour certainement dans la prochaine semaine et on verra bien, on sera de retour pour en parler ici sur la chaîne. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire sur ce qui s'est passé dans ces deux matchs, dans ces trois matchs, pardon. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous avez vécu ce classico, comment vous voyez la saison se dérouler pour les deux équipes pour le reste déjà de l'année 2024 et ensuite pour l'année 2025. Est-ce qu'il faut que le Real recrute? Comment est-ce que Hansi Flick doit gérer le retour des blessés côté Barça? Comment est-ce que vous imaginez la suite de la saison pour ces deux équipes? Dites-nous en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like, un pouce bleu comme d'habitude, partagez la vidéo, donnez-nous de la force. Et on sera de retour très bientôt sur MyFoot TV pour continuer à parler de l'actualité foot. Le Barça qui joue ce week-end, le match du Real qui a malheureusement été annulé à cause des inondations à Valence. On envoie de la force d'ailleurs au peuple espagnol et ce qui s'est passé en banlieue valencienne. Et le Barça qui jouera le derby barcelonais contre l'Espagnol à domicile. Donc voilà pour le programme de la semaine. On sera avec vous sur la chaîne pour parler des prochaines échéances de ce qui concerne les deux clubs. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire comme toujours et on reste ensemble. Merci.